Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde autour du passage à l'échelle des projets informatiques et notamment des bonnes pratiques pour que ce passage à l'échelle puisse bien se passer. Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser dans le chat que vous voyez bien les slides et que vous nous entendez bien? C'est bon, super. Merci beaucoup pour vos retours. Comme je l'expliquais, super, merci beaucoup. Donc, comme j'ai expliqué, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger autour du passage à l'échelle des projets informatiques. Alors, effectivement, cette table ronde s'inscrit en fait dans une série de ressources qu'on met à disposition donc sur notre site internet et autour d'un agenda événementiel assez dynamique qu'on met à disposition de chacun. Donc, effectivement, vous retrouvez sur notre site internet des livres blancs, des e-books, des articles également qui généralement gravitent autour des sujets, des méthodologies ou des bonnes pratiques justement pour gérer ces projets, notamment infrastructures d'innovation, mais informatique de façon générale. Et puis vous avez également donc des replays qui sont mis à disposition sur notre chaîne YouTube pour voilà, retracer un petit peu les dernières thématiques sur lesquelles on a pu échanger donc avec nos experts. Donc n'hésitez pas effectivement à regarder un petit peu toute cette richesse de contenu. Donc très rapidement, Synapsys, donc on est une société de services spécialisée dans la transformation des infrastructures informatiques. Donc on a plusieurs domaines d'expertise, notamment le digital workplace, le cloud, le DevOps, la cybersécurité, la data, et puis on a également une équipe dédiée à la transformation des systèmes d'information qui accompagne les clients sur le pilotage de projets et voilà, qui sont là aujourd'hui pour justement vous parler un petit peu de leur retour d'expérience. Donc 180 consultants, on existe depuis une douzaine d'années. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à nous solliciter donc après la table ronde ou aller voir sur notre site internet si vous voulez en savoir davantage sur nos activités. Donc j'ai le plaisir d'être aujourd'hui donc avec Benjamin, Sébastien et Sylvain donc à l'occasion de cette table ronde. Benjamin, je te laisse te présenter rapidement. Très bien, bonjour à tous. Benjamin Schlumberger. Moi, j'ai 15 ans d'expérience, un peu plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la transformation des systèmes d'information. J'effectue des missions principalement sur les secteurs banque, assurance, mais j'ai également aussi quelques missions à mon actif sur d'autres secteurs, notamment le BTP et le secteur de l'énergie. Je te laisse la main, Sébastien, pour te présenter. Merci Benjamin, bonjour à tous. Sébastien Rivière, moi je suis consultant en transformation IT, 24 ans d'expérience dans l'informatique et voilà, j'interviens sur des projets plus ou moins grande envergure, infrastructures, applicatifs, voilà. Sylvain. Bonjour à tous, Sylvain Mousseau, je suis manager de transition, donc j'ai une quinzaine d'expérience dans les projets de transformation, 33 années dans l'informatique de manière globale. J'accompagne les DSI dans des domaines d'activité variés comme l'industrie, l'assurance, le bancaire ou les télécoms dans leur sujet de transition IT et transformation. Merci beaucoup à tous les trois. Donc effectivement, on a un demi-siècle d'expérience cumulée à vous trois. Donc super. Merci pour cette petite présentation. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat ou dans le volet questions que vous avez donc sur l'interface. On y répondra en live. Voilà, n'hésitez pas à poster ces questions. Et Benjamin, je te laisse introduire le sujet. Très bien. Du coup, juste ce qu'on a souhaité faire à travers cette table ronde, c'est vous partager un peu notre vision, les différentes expériences qu'on a pu avoir ou nos ressentis en fait sur les missions qu'on a pu réaliser auprès de nos clients, surtout sur des sujets de passage à l'échelle en fait de projets IT. Il s'agit clairement d'un point de vue un peu subjectif qu'on va vous partager et on sait très bien qu'il y a d'autres approches qui sont possibles. Il y a autant d'approches possibles que de types de DSI qu'on va pouvoir rencontrer chez nos clients. Néanmoins, voilà, on a essayé de traiter le sujet avec notre vision des choses. Donc avant d'attaquer, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de définir les principaux enjeux, on va dire, qui poussent une DSI à relever ce type de défi.
On en a relevé 5. C'est pas une liste exhaustive, mais nous pensons que ça résume plutôt bien le pourquoi en fait on doit passer à l'échelle. Dans les 5 axes enjeux, on va dire qu'on a ciblés, il y a tout ce qui est lié au développement de l'entreprise, que ce soit lié à une forte croissance de votre entreprise, une fusion, une acquisition. Plus il y a de monde à équiper, plus il y a une DSI qui va grossir. Donc ça, c'est clairement partie des enjeux de passage à l'échelle. On a aussi des enjeux qui sont liés à des problématiques liées à la performance. Donc à travers ça, on essaie de cibler peut-être les DSI qui vont avoir de plus en plus d'utilisateurs ou de plus en plus de clients qui vont se connecter sur leurs applications. Donc comment je peux garantir un niveau de service équivalent tout au long de l'évolution de ma DSI. Dans les enjeux qu'on a essayé d'identifier, il y a aussi tout ce qui est lié à la réduction de coûts. On sait très bien que certaines entreprises fusionnent, d'autres se séparent de certaines activités. Il y a souvent des enjeux qui sont liés à tout ce qui est scalabilité, mutualisation des dépenses, regroupement de DSI, fusion, absorption de nouvelles entreprises. Donc, pour nous, ça fait partie des sujets qui sont à adresser dans le cadre d'un projet à passer à l'échelle. On va avoir aussi tout ce qui est enjeu de fiabilité et de disponibilité. Donc mon carnet de commandes explose, ou encore comment être garant du même niveau de fiabilité de mon SI après la fusion ou l'absorption d'une nouvelle entreprise. Est-ce que je dois passer sur de la haute disponibilité, Ces enjeux-là aussi font partie des axes sur lesquels on a réfléchi. Et après, en dernier enjeu, on va parler plutôt de la compétitivité, ou comment je peux m'aligner avec ce que font mes concurrents. Je souhaiterais avoir des nouvelles techno à l'égal de ce que aujourd'hui proposent mes concurrents sur le marché. Donc pour adresser ce sujet, nous, on a orienté cette table ronde autour de 3 axes. Comme on vous l'a expliqué, cette approche, elle est subjective en fonction, des différentes spécificités de vos DSI, de la culture d'entreprise. Il y aura très certainement des ajustements. Néanmoins, on va essayer de discuter autour du premier axe qui va être autour de la définition du périmètre, de la cible à atteindre et essayer d'anticiper les risques. Ça, c'est moi qui vous en parlerai. Nous aurons un deuxième axe autour de la méthode, les méthodologies pour garantir le passage à l'échelle. Et ça, c'est Sylvain qui vous présentera un petit peu ce point-là. Et enfin, on va parler de culture d'entreprise avec Sébastien. Donc, je vais avancer dans la présentation et on va essayer de discuter ensemble de la partie axe 1, comment bien définir le périmètre à adresser, la cible à atteindre et anticiper les risques. Le plus important, je pense, pour démarrer un peu cet axe 1, c'est de s'assurer qu'en fait, on va bien structurer la démarche. On va essayer de faire ça à 2 niveaux, à la fois d'identifier des cas pratiques, des use cases qui vont bien expliquer le périmètre à couvrir. Ces cas pratiques, ça passe par des évolutions parfois technologiques, fonctionnelles ou organisationnelles. Quoi qu'il en soit, ce sera souvent ces 3 axes ou ces 3 points qui seront à balayer pour couvrir le spectre du projet que vous souhaitez mener. Parfois, il y a des combinaisons des 2 ou des 3. On va avoir des évolutions techniques qui vont nécessiter des évolutions organisationnelles, voire des évolutions fonctionnelles qui vont nécessiter des évolutions techniques. Voilà. Mais généralement, ça couvre un peu ces 3 points. Dans un deuxième temps, on va essayer de regarder s'il est nécessaire de passer par une analyse du système d'information pour adresser correctement ce projet et faire en sorte qu'il passe à l'échelle. C'est souvent lié à des évolutions de vos systèmes d'info. Est-ce que le système d'actuel est complètement obsolète? Est-ce qu'il y a une refonte? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements qui font que je suis dans l'obligation de revoir complètement mon SI? Et enfin, troisième point, sur vraiment essayer de délimiter le périmètre, ça va être qui sont les parties prenantes à adresser autour de ce sujet-là. Est-ce que ces évolutions, elles s'adressent entre guillemets que en interne, à savoir je fais évoluer certaines fonctions, certaines applications métiers peut-être que j'adresse, ou au contraire non, elles vont s'ouvrir aussi vers l'extérieur avec des clients, des fournisseurs qui vont devoir entrer aussi dans ce projet et nous aider à passer à l'échelle sur ces projets-là. Le deuxième axe pour la partie structure un peu de la démarche, c'est autour de la capacité transverse à la mise en œuvre de ce projet-là. Étudier les capacités transverses, c'est un petit peu savoir faire appel au bon profil, au bon savoir-faire pour permettre tout simplement le passage à l'échelle du projet. Donc pour ça, en fait, on va essayer de structurer la démarche en passant par l'implication de toutes les entités
les différentes directions concernées par les évolutions à mettre en place dans le cadre du projet. Ça nécessite aussi de définir bien les rôles de chacun. On sait que parfois, il y a des projets qui vont aller toucher des directions transverses qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, le fait de mettre à plat tout ça, ça va être un des impératifs à avoir pour structurer la démarche. Ensuite, il y a tout ce qui est établissement de budget. On sait très bien, le budget, c'est le nerf de la guerre. Donc, le fait de mobiliser les équipes qui sont en capacité de chiffrer ces éléments-là ou de garantir en fait que on a la bonne ressource au bon moment, le fait de mobiliser les équipes cibles, à cibler plutôt, c'est des éléments qui vont permettre aussi de structurer la démarche. Et enfin, c'est une des étapes qu'on a tendance un petit peu comment dire, pas à négliger, mais à laisser un peu de côté, va être de communiquer sur la cible à atteindre et les chemins pour y parvenir. Donc cette étape, c'est tout simplement accompagner les personnes sachant mettre en avant les différentes étapes du projet que vous allez être amené à mener, en vulgarisant peut-être certains éléments techniques pour que le métier puisse comprendre quelles sont les étapes de transformation du système d'information qui va les impacter. Donc en synthèse, c'est vraiment ces points-là qu'on a essayé de cibler autour de comment on structure bien cette démarche. Et la structuration de cette démarche, elle passe également aussi par la clarification de ce qu'on souhaite atteindre en cible. Donc ce qu'on souhaite atteindre en cible, ça permet en fait de tracer le chemin, de faciliter la transmission et d'atteindre en fait le passage à l'échelle de manière assez claire en fonction du périmètre qu'on adresse, en fonction des objectifs qui seront orientés selon les différentes lignes directives. Donc ces différentes lignes, on les a adressées juste à côté dans le slide. Donc dans ces lignes directrices, on va voir tout ce qui est performance technique. Est-ce que vous cherchez une amélioration de votre système? Alors dans ce cas-là, ça veut dire que je vais essayer de trouver des indicateurs qui seront basés sur les performances techniques, la rapidité, peut-être l'optimisation aussi des infrastructures. Est-ce que vous cherchez plutôt à revoir votre organisation? Dans ce cas-là, ça va être de l'amélioration de productivité d'équipe que vous allez cibler. Auquel cas, ce qu'il va falloir essayer de cibler, c'est comment je suis organisé, est-ce que la méthode que j'utilise est la bonne, est-ce que j'ai suffisamment de livraison, est-ce que mes équipes sont suffisamment staffées, est-ce qu'elles sont au contraire surstaffées, auquel cas est-ce qu'il faut que je revoie un peu l'organisation pour essayer de fluidifier un peu tout ça. Et dans les clarifications de cible, il va y avoir aussi un autre axe qui peut être pris, à savoir la satisfaction des utilisateurs. Ça, c'est typiquement, est-ce que vous cherchez une meilleure fonctionnalité pour vos outils? Et si oui, alors vous allez viser la satisfaction des clients, des utilisateurs à travers des retours de satisfaction ou le taux de fidélisation sur vos applications, le taux de retour, le taux de churn, comment vous arrivez un petit peu à évaluer tout ça. Et tous ces éléments-là, en fait, vont vous permettre de mettre en avant certains KPI qui, avant même de démarrer le projet, vont vous donner une orientation sur ce que vous voulez obtenir par la suite. Puis bien définir la cible, ça permet également de mieux gérer les risques qui sont souvent inhérents au projet et dont on va parler juste là. Donc, bien gérer les risques. Ça passe par un retour sur plusieurs facteurs que nous, on a pu croiser lors de nos missions chez nos clients. Alors, encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que là, on en a listé 4-5 pour vous partager un petit peu ce qu'on a pu vivre nous. On sait très bien que dans certaines organisations, il y a certains sujets qui ne seront pas adressables. Et l'idée, c'est d'essayer d'adapter aussi à nos expériences terrain. Donc, dans ces quelques éléments qu'on a pu remonter qu'on a pu en tout cas déduire sur des échecs qu'on aurait pu rencontrer chez nos clients, tout ce qui est problématique lié à l'architecture système. Souvent, on a des clients qui ont des architectures un peu monolithiques, qui ne sont pas forcément scalables. Donc, il y a beaucoup de projets qui démarrent avec ce type d'architecture, qui peut bien fonctionner sur des petits volumes, mais dès qu'on va aller démultiplier ces volumes-là, on s'aperçoit que il va falloir essayer de travailler plus avec des microservices, donc d'adapter un petit peu l'architecture du système d'information. Et ça, pour pouvoir adresser ces points-là, il faut vraiment embarquer les équipes sur ces problématiques-là en amont dans la phase de projet. On a aussi remarqué dans certaines missions qu'on a pu effectuer des mauvaises gestions de l'infrastructure en place. Donc ça, c'est typiquement, c'est des sous-dimensionnements de ressources, ça va être une mauvaise adaptation des ressources ou de matériel aux capacités de l'entreprise. Souvent, quand on a pas encore migré vers du cloud, on s'aperçoit que
Les augmentations de volume, ça nécessite la scalabilité des serveurs, des stockages, de la bande passante aussi du réseau. Donc l'idée, ça va être d'essayer de prévenir un peu ces points et d'anticiper tout ça pour ne pas avoir ces problématiques d'infrastructure. On a aussi souvent rencontré des problèmes qui sont liés à la gestion des équipes, à la culture de l'entreprise. Passer à l'échelle, ça nécessite souvent des compétences qui sont assez pointues, que ce soit des compétences techniques autour de tout ce qui est profil type DevOps, architecte cloud, gestion de la performance. Tous ces profils-là, il va falloir bien les définir et faire en sorte qu'on s'assure que dans l'entreprise, soit il y a des personnes tout à fait aptes à gérer ce type de sujet-là, soit aller chercher des ressources externes pour adresser ce type de problème par rapport à des expériences qu'ils auraient pu avoir. Donc ce manque d'expertise, parfois, ça peut être un frein justement au passage à l'échelle de ces projets. Dans les autres problèmes à anticiper, il y a tout ce qui est gestion budgétaire. On l'a dit un peu auparavant, hein, le nerf de la guerre, c'est les budgets et les euros qu'on est prêt à attribuer à nos projets. Passer à l'échelle, ça amène souvent des dépenses un peu imprévues, ou soit des coûts liés à des ressources supplémentaires qu'on n'aurait pas initialement prévues. On parlait tout à l'heure des coûts d'infrastructure. Quand on passe vers du cloud, parfois ça arrive aussi qu'on sous-dimensionne soit les bases de données qu'on est amené à adresser ou à avoir en interne, soit peut-être sous-dimensionner certaines licences que nos utilisateurs utilisent. Donc, tous ces éléments, pour éviter que ce soit, des éléments qui vont venir mettre en échec le projet, on essaie de les anticiper au maximum et surtout de faire en sorte que les personnes qui sont en charge du budget soient bien au courant en fait de l'étendue du périmètre qui est adressé à travers ce projet à mettre à l'échelle. Et après, dernier point et non des moindres, c'est tout ce qui est lié aux problématiques de sécurité et de conformité. On en a parlé avant, il y a une partie des projets aujourd'hui qui consiste à basculer vers du cloud. Les problématiques réglementaires ou de sécurité liées au cloud, elles sont assez connues. Aujourd'hui, avec toutes les normes RGPD, ce type de points-là, ça peut être aussi une mise en échec du projet si ça n'a pas été suffisamment anticipé en amont. Certaines structures bénéficient, on va dire, d'équipes un peu juridiques et conformité qui vont essayer de faire en sorte que le réglementaire soit appliqué dans ce type de projet. Je pense notamment à la RGPD. Quand vous allez mettre des informations sur le cloud, ça fait partie des sujets principaux qu'il faut adresser. Et ça, il faut vraiment les prendre en amont parce que vous n'êtes peut-être pas conscient ou au courant de tous les éléments de données personnelles qui peuvent être dans votre système d'information et pour lesquels, en fait, lors d'une bascule vers le cloud, il va falloir faire attention à un tas de sujets autour de ces éléments-là. Donc, en gérer et anticiper les risques, ça permet vraiment de faciliter, on va dire, le passage à l'échelle de vos gros projets. Et une fois que ces phases sont un peu anticipées, l'idée, c'est de partager sur une stratégie claire. Donc, clarifier la stratégie, ça va être, dans un premier temps, essayer de la partager avec le plus grand nombre d'acteurs au sein du système d'information. On a parlé tout à l'heure des acteurs autour de l'architecture. Adapter les évolutions de vos projets avec la capacité actuelle que vous avez pour votre architecture, ça fait partie des premiers points à adresser. Si le projet que vous souhaitez adresser, il ne rentre pas dans les patterns d'architecture de votre SI, il va y avoir des problématiques ou des conflits qui seront à gérer avec les garants, entre guillemets, de ces patterns d'architecture. Donc, il va falloir essayer d'avoir une stratégie claire avec eux pour permettre d'aller plus loin sur ces sujets-là. On a parlé aussi d'infrastructure, on va en reparler à travers essayer de permettre un petit peu d'avoir de l'élasticité, on va dire, sur ces infrastructures-là. Là-dessus, la stratégie, ça va peut-être, à travers nous, ce qu'on a pu vivre, essayer de viser peut-être plus large par rapport aux besoins propres du projet, quitte à, par la suite, essayer de redimensionner des infrastructures, mais ne pas se retrouver dans, une situation où on a sous-dimensionné initialement l'infrastructure nécessaire à la réalisation du projet. C'est plutôt une chose importante dans le sens où il vaut mieux par la suite essayer de redimensionner que dans l'urgence, essayer de provisionner des infrastructures pour la réussite du projet. Dans justement ces stratégies claires à adopter, il va y avoir aussi tout ce qui est lié à la conduite du changement avec la mise en place d'équipes pluridisciplinaires. Trop souvent, on a tendance à sous-estimer ça, comme on le disait initialement. C'est aussi pour ça qu'on va le développer dans un des axes qui vous sera présenté par Sébastien par la suite. Mais mettre en avant les différentes phases du projet et communiquer assez largement, ça permet à tout le monde d'être conscient et en connaissance propre de tous ces changements-là. Enfin, il y a tout ce qui est lié au choix un peu technologique.
On a tendance à être un petit peu gourmand et à essayer de succomber peut-être aux sirènes des technologies un peu à la mode. On pense à tout ce qui est IA génératif, ces sujets-là. C'est des sujets qu'il faut vraiment essayer d'adresser au maximum et ne pas hésiter à se dire, bah, en fait, aujourd'hui, on n'a pas forcément les cas d'usage qui vont en face de ces nouvelles technos-là. Donc, on va essayer de passer et de trouver peut-être des marches un peu intermédiaires pour pouvoir bah, gérer en fait toutes ces évolutions technologiques. Et enfin, bah, embarquer les experts et comment dire, les métiers qui sont concernés par ces changements-là, ça passe clairement par une gouvernance qui est un peu appropriée et le fait d'embarquer le plus de monde possible. Et ça, encore une fois, on en reparlera un peu à travers tous les axes liés à la conduite du changement. Donc voilà, on a essayé de résumer un petit peu tout ce qui était lié à ce premier axe qui tournait autour du périmètre à adresser, des cibles et des risques potentiels. Non, je vais laisser la parole à Sylvain qui va nous parler bah, de la méthodologie pour garantir un peu ce passage à l'échelle. Merci Benjamin pour cette première partie. Alors au-delà de la partie anticipation et gestion des risques, qui nécessite, on l'a vu, une préparation assez complète, on n'échappera pas forcément à des imprévus. Donc la démarche que nous privilégions, c'est une démarche progressive par étapes. Si on souhaite aller à la cible directement, bah, c'est un peu le meilleur moyen de se prendre le mur, de récupérer tous les problèmes en même temps et de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc on va avoir un certain nombre de complexités liées notamment à l'augmentation des volumes ou l'extension du périmètre prévu qui nécessite une approche progressive et par itération. Et d'autant plus que le projet est éloigné de la cible. Une petite échelle, et il y a des projets vraiment de grande ampleur qui ne nécessitent pas forcément la même méthodologie pour bien les mener. Donc ce que nous vous proposons, c'est de 3 parties. Déjà de prévoir un ou plusieurs POC, donc des proof of concept ciblés, qui permettent justement de lever certaines hypothèses ou de gérer certains risques tels que l'a évoqué Benjamin, pour voilà, s'assurer que le produit ou la solution à la cible sera viable. Une fois les POC concluants, nous proposons d'organiser des phases pilotes successives. C'est-à-dire qu'on prend, en général, on développe le produit, la solution sur un noyau dur à petite échelle, et puis on étend l'échelle de plus en plus en fonction des spécificités du projet, voilà, par cercle qu'on étend jusqu'à atteindre la cible. Donc ça peut être impliqué de plus en plus d'utilisateurs, donc ça permet à la fois de gérer l'échelle, c'est-à-dire la partie volumétrie, toutes les problématiques liées à l'augmentation du nombre d'utilisateurs, les licences ou alors encore les stockages, les perfs ou autres. Et ça permet aussi d'adresser à la fois des populations métiers ciblées, telles qu'elles sont ciblées au final. Souvent, lorsqu'on développe un produit, donc on n'implique pas tout le monde dès le départ, et forcément à la cible, il y aura toutes les BU qui seront concernées. Donc l'idée, c'est d'embarquer au fur et à mesure des représentants de chacune des BU, de chacun des métiers, pour bien s'assurer que tous les use cases seront bien couverts. Ça peut être aussi une mise à l'échelle qui parle plutôt de croissance, donc l'augmentation du volume de données ou du nombre de traitements. Donc là aussi, ça peut être commencer sur un volume faible et puis l'élargir petit à petit pour ajuster ensuite le projet, le produit en fonction de ce qu'on découvrira dans le cadre des phases pilotes. On est souvent des hommes clés dans l'organisation de l'entreprise, soit côté métier ou côté IT. Donc nécessite une organisation particulière et surtout une stratégie de test adaptée, parce que lorsque les phases pilotes vont démarrer, il faut que les personnes sachent bien ce qu'on leur demande comme test, quels sont les objectifs des tests, quels sont les risques ou les hypothèses qu'on va pouvoir lever. Donc il faut que la stratégie de test soit préalablement construite avant que les phases de pilote démarrent, avec des cahiers de test si possible, pour que ça se passe bien. Bon, notre retour d'expérience, on l'a peut-être un peu tous vécu, c'est que souvent les MOA, les métiers ont un petit peu de mal à mettre sur le papier les tests. Ils ont un petit peu tout dans la tête et bon, il faut essayer, tant faire se peut, de formaliser un petit peu tout ce qu'ils devront tester pour que ça se passe le mieux possible.
Une fois les phases pilotes déroulées avec succès, il va s'agir de passer à l'échelle concrètement. Donc, nous proposons de planifier des lots de déploiement, donc de lotir le déploiement et de ne pas passer à la cible directement. Et ce lotissement, la façon dont vous organisez vos lots, à la fois en termes de contenu, de planning, dépend d'un certain nombre de critères en fonction des spécificités du projet que nous allons voir juste après. Donc, lorsqu'on passe à l'échelle, il y a des éléments qui vont apparaître, bien qu'on ait anticipé, qu'on ait géré les risques, on n'échappera pas à un certain nombre d'éléments qui seront visibles que lorsqu'on passe à l'échelle. Donc il faut tenir compte aussi bien pour les pilotes, si c'est possible, et aussi pour les lots de déploiement, d'un certain nombre d'éléments qui sont vraiment très variés. Ça peut être des points géographiques. Souvent, on développe une solution, un produit au niveau local, régional, et la mise à l'échelle consiste à l'étendre au niveau national, voire international. Donc, il y a un aspect géographique dont il faut tenir compte. Si c'est de l'international avec des langues multiples, il y a aussi la problématique des traductions qui va s'imposer. Parfois, on commence en français ou on commence dans la langue du pays initial pour étendre à d'autres pays. Donc là, attention, un petit peu, ça peut être lourd, tous ces aspects traduction. Donc, ça peut être intéressant de travailler avec le métier, notamment pour, en fonction des différentes spécificités des pays, ne traduire vraiment que ce qui est nécessaire et suffisant pour le bon déroulement du projet et l'utilisation du produit. Lorsqu'on passe à l'échelle et qu'on travaille donc à l'international, il y a aussi des time zones particulières. Donc, il peut être nécessaire, en termes d'organisation, de prévoir des horaires décalés, de tenir compte du follow the sun, qu'on est vraiment sur un périmètre très large. Et donc, dans l'organisation du projet, prévoir des phases aux horaires, aux heures ouvrées des différentes personnes qui vont être impliquées dans les pilotes et aussi, pourquoi pas, pour le déploiement des différents lots. Et ça peut nécessiter aussi que les personnes ou les équipes qui sont en support du déploiement, donc souvent côté IT, travaillent aussi en horaire décalé. Et ça peut aussi nécessiter, pourquoi pas, pour éviter les interruptions de service, d'organiser ça plutôt en week-end pour être sûr que tout se passe correctement. Donc, comme autre nouvel élément qui peut apparaître lorsqu'on fait une mise à l'échelle, il y a aussi des environnements techniques. Donc, Benjamin en a parlé, tout ce qui est scalabilité de l'architecture, côté réseau, les points de distribution, s'il s'agit de déployer des logiciels à grande échelle, s'assurer que tous les sites cibles seront bien adressables correctement. Il peut aussi y avoir des nouveautés qui apparaissent côté environnement de travail. Voilà, on peut avoir une certaine idée de la façon dont les utilisateurs se servent du produit. Ça peut être technique, des PC portables ou fixes, ou travail sur site à distance, en télétravail, des environnements virtuels, sous différentes technologies, RDS ou autres. Donc il faut bien aussi, lors de la mise à l'échelle, anticiper cette partie-là et se mettre vraiment à la cible des environnements de travail multiples qu'on pourrait rencontrer et découvrir. Au niveau des usages applicatifs, donc là aussi, lorsqu'on va passer à l'échelle, on risque de tomber sur des cas qu'on n'avait pas forcément prévus, plutôt des cas d'usage côté métier en fonction des différentes BU. Donc il faut savoir aussi s'adapter pour en tenir compte. On a aussi parfois des contraintes budgétaires, donc voilà, ce serait dommage de vouloir étendre une solution ou un projet à l'échelle et qu'on soit contraint au niveau budget. Donc ça va nécessiter en phase préalable de faire un ROI, de bien suivre les dépenses au fur et à mesure des projets, puis aussi de s'assurer, parce qu'on a parfois des problématiques de budget global ou budget locaux. Il peut y avoir des filiales qui ont leur propre budget, donc il faut bien s'assurer qu'on aura le financement nécessaire à la mise à l'échelle. Et enfin, dernier aspect, ça peut être tout ce qui est légal, juridique, RGPD. Voilà. On peut avoir au niveau local des contraintes qui n'existaient pas et qui apparaissent lorsqu'on se met à travailler dans d'autres pays notamment. Merci. Sylvain, je me permets, il y a une question en chat. Alors, ouais, oui. Je me permets, il y a une question dans le chat. Quel conseil donneriez-vous pour pallier au risque de voir les volumes réels des données
rendu caduque. Je pense qu'il y a une petite faute, à cause des impacts sur la performance, voire la fiabilité, les choix technologiques du pilote. Alors, vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre chat pour la lire directement. Je pense que ce sera plus pratique plutôt que je vous l'énonce. T'es dessus, Sylvain? Oui, je suis dessus. Alors, okay. Je sais pas si tu as des éléments de réponse, Benjamin, sur cette partie-là. Alors, faut peut-être préciser aussi peut-être la question. Je ne sais pas si. Ouais, je vais y réfléchir et puis passe peut-être là pour bien comprendre. Ça marche. Okay. Après, je peut-être des éléments de réponse dans le slide que j'étais prêt à présenter. On reviendra dessus. Merci. Donc voilà, toute cette mise à l'échelle va nécessiter des méthodologies projet adaptées. Donc pour justement à la fois tenir compte des retours des phases pilotes, de l'extension du périmètre, c'est-à-dire la mise à l'échelle en tant que telle qui était prévue initialement, pouvoir gérer aussi les remontées de terrain lors des déploiements et pouvoir corriger les écarts, ne pas se retrouver bloqué. Et souvent, une mise à l'échelle, c'est aussi un projet qui peut durer dans le temps et les besoins métiers pourraient aussi évoluer. Donc, il faut pouvoir intégrer justement toute cette partie besoins métiers qui évoluerait et pour pas qu'une fois qu'on soit mis à l'échelle, ce qu'on aurait mis en place soit déjà dépassé ou obsolète. Donc ça nécessite justement des méthodologies projet. Alors on parle souvent de méthodes dites agiles, donc bon, faut faire attention, faut se méfier des effets de mode. Donc c'est clair qu'elles peuvent parfois être préférées pour leur souplesse que les méthodes classiques comme le cycle en V. Après, ça va dépendre aussi de la culture d'entreprise. Est-ce que les méthodes agiles sont déjà implémentées dans l'entreprise? Pour les grosses entreprises, ça peut être un petit peu difficile aussi de travailler en mode agile, donc il peut être parfois nécessaire, comme on l'a vu beaucoup de problématiques différentes, de mettre en place un système hybride entre ces deux méthodes, à la fois les méthodes classiques et les méthodes agiles, mais ne pas négliger les méthodes agiles qui peuvent donner la réactivité pour ajuster tous les écarts. Lorsqu'on parle de méthodologie projet, il y a aussi le reporting. Donc, qu'est-ce qu'un reporting pour une mise à l'échelle de spécifique? C'est plus le fait que comme on va étendre au fur et à mesure, donc dans la démarche itérative progressive, le cercle de ce qu'on déploie, pour éviter à la fois l'effet tunnel et puis trop d'écart par rapport aux objectifs, se garder toujours notre ligne directrice. L'idée, c'est au fur et à mesure des déploiements, des itérations, recalculer les KPI, les différents indicateurs pour être sûr qu'il n'y a pas d'écart et au fur et à mesure des déploiements et qu'on soit toujours à la cible. Et ce qu'on préconise également, c'est de faire un REX, un bilan de projet, y compris pour les pilotes, parce qu'en fait, donc vous allez imaginer une méthodologie pour vos pilotes, pour vos déploiements qui dépendent d'un certain nombre de choses qu'on a vues, y compris de la culture d'entreprise, mais il faut qu'il y ait une certaine souplesse aussi dans les méthodologies projet, parce que vous allez sans doute vous rendre compte lors de la première itération que vous êtes tombé sur un certain nombre de difficultés. Donc ne pas hésiter à prendre un peu de temps à la fin de chaque itération pour bien capitaliser sur les difficultés rencontrées, de façon à être meilleur pour l'itération suivante et pour éviter des dérapages de planning, voire budgétaires. Je peux essayer d'apporter du coup des éléments de réponse par rapport à la question qui a été posée. Alors si j'ai bien compris la question, moi l'élément que je peux donner en termes de conseils, ça va être dans un premier temps vous couperez pas en fait à un balayage un peu de vos bases de données. Déjà pour vérifier que les informations contenues dedans sont toujours à jour, qu'il n'y a pas de doublons ou de choses effectives là-dessus. Après, nous, chez des clients, ce qu'on a pu faire, en fait, les volumes des bases de données, c'est pas vraiment un problème pour les outils de BI ou de machine learning. La problématique, ça va être typiquement, j'ai des données clients, j'ai 2 fiches clients pour la même personne, il y en a une qui est à jour, l'autre qui ne l'est pas. Pour la mise en place d'outils qui sont censés permettre un petit peu relever justement ces fiches clients-là,
laquelle est la bonne. Donc il y a forcément des nettoyages. Alors nous, ce qu'on a pu mettre en place avec les clients pour lesquels j'ai adressé ce type de sujet-là, c'est tout simplement des centres de compétences sur la gestion des données où il y a clairement un travail manuel à faire initialement. Déjà, pour mettre à jour tous ces éléments-là, supprimer les documentations obsolètes. On sait très bien qu'on a tendance aussi à garder trop de docs parce que c'est des documentations, des processus, des choses qui ont été réalisées par des personnes qui souvent sont même plus au sein du SI, mais qu'on a du mal à effacer parce qu'on se dit peut-être que ça servira à quelqu'un. Donc c'est un petit peu se forcer aussi à faire un peu de nettoyage dans les bases de données pour permettre à ces projets d'avoir une meilleure pertinence aussi et des meilleurs résultats. Je te laisse enchaîner du coup Sébastien, peut-être sur l'axe 3. Oui, ok, merci. Donc là, on va parler effectivement de la conduite du changement, qui est une partie très importante. Elle est souvent sous-estimée, mais elle est au moins aussi importante que les autres parties dont on vient de parler. La conduite du changement, donc c'est important de bien le prendre en compte, notamment par rapport à ce que disait Benjamin tout à l'heure au niveau du budget, parce que cet accompagnement, conduite du changement, la communication, les formations, ça peut avoir un certain coût. Vous pouvez choisir de la réaliser en interne dans l'entreprise avec les collaboratrices que vous avez. Vous pouvez aussi avoir le choix d'utiliser une entreprise tierce spécialisée en communication. Et voilà, ça peut aller du coup d'une communication par mail, en utilisant les outils Modern Workplace tels qu'on les connaît aujourd'hui, les Teams, les Yammer, enfin voilà, toute la suite Microsoft. On peut aller aussi sur des choses qui sont un peu plus médiatiques, des vidéos. Voilà, moi j'ai travaillé sur des projets où ça a été jusqu'à des campagnes de publicité sur les chaînes qu'on connaît, TF1, France 2, voilà, pour parler à tous les clients potentiels de l'entreprise de l'évolution que ce projet a apporté voilà, au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est important. La conduite du changement, c'est de l'humain derrière. On est tous humains jusqu'à preuve du contraire, et les gens ont beaucoup besoin d'être embarqués, vraiment d'être accompagnés et d'être informés le plus tôt possible de la meilleure manière qu'il faut. Et donc il faut anticiper cette communication, ces formations auprès des utilisateurs. Vous allez déployer une nouvelle application avec des nouvelles fonctionnalités. Si les utilisateurs arrivent avec cette application en production et qui n'ont pas été formés, ça va créer voilà, un peu de résistance, beaucoup de mécontentement, et donc il faut anticiper ces parties-là. Donc pas hésiter à, je dirais presque en exagérant un peu, surcommuniquer, mais voilà, faut beaucoup communiquer, vraiment embarquer tout le monde, et dans un premier temps aller sonder, faire peut-être des sondages, aller sonder un peu les différentes parties prenantes et les utilisateurs, voire les clients, pour essayer de relever un petit peu les mécontentements qu'il peut y avoir au préalable, voilà, les résistances, parce qu'on sait très bien que le changement, en général, c'est ce qui pose problème, c'est la résistance à ces changements. Donc voilà, faut pas hésiter à aller récupérer de l'information autour des problématiques rencontrées, des mécontentements, pour pouvoir communiquer le mieux possible par la suite et préparer les formations qui vont bien, adaptées aux utilisateurs, aux collaborateurs qui vont utiliser potentiellement ce nouveau produit. Donc ça, c'était la phase amont un petit peu. Pendant le changement, on va continuer évidemment à communiquer. De toute façon, c'est tout le long du processus, tout le long du déploiement du projet. On va informer les utilisateurs, communiquer en continu, faire tout un tas mettre en place des canaux de communication pour pouvoir des canaux de communication adaptés pour pouvoir informer le mieux les utilisateurs. On peut avoir aussi, tout à l'heure Sylvain en parlait, sur les différents déploiements géographiques, quand il y a différents sites, par exemple sur du déploiement de postes de travail, ce sont des projets assez classiques. Voilà, d'avoir des accompagnements de proximité, donc des relais au sein des différents sites locaux ou dans les différents pays pour pouvoir accompagner au plus près les utilisateurs, les collaborateurs, voilà, pour pouvoir les aider si jamais ils ont des questions, des problématiques techniques, pour pouvoir les accompagner le mieux possible.
Et la gestion de la résistance aussi, je viens d'en parler juste avant, ça c'est le plus important dans la conduite du changement, c'est surtout de bien être à l'écoute. C'est bien d'être sympathique, je dirais qu'il faut être empathique et donc se mettre à la place des gens et vraiment écouter leurs problématiques et essayer d'y répondre le mieux possible. Voilà, pour que le projet se passe le mieux possible et qu'à la fin on ait un projet qui s'est déroulé correctement et que les gens soient satisfaits et qu'il y ait une vraie valeur ajoutée pour le produit qui est déployé. Et ensuite, pour la fin, une fois qu'on a déployé notre produit, que tout est en production, on peut faire un petit suivi post-déploiement. Donc le REX, Sylvain en a parlé juste avant, de faire un REX, de regarder un petit peu les différents tableaux de bord, les différents KPI, dont parlait Benjamin dans la première partie, pour voir comment est-ce que ça a évolué. Après, ça dépend évidemment des entreprises et puis des KPI qu'on aura choisi autour de la performance, de la disponibilité. Bon, il y en a tout un tas qu'on peut mettre en place. Pour voir un petit peu l'évolution du déploiement du projet, voir si on est arrivé à la cible et si ça a apporté la valeur ajoutée qu'on souhaitait. Le renforcement des compétences, on peut aussi refaire des formations, adapter des formations parce que peut-être on a minimisé un petit peu ce qu'il fallait, la formation qu'il fallait apporter aux utilisateurs et on peut très bien adapter si jamais il y a eu des manques dans ces formations. La mise à jour des supports pédagogiques, je parlais tout à l'heure d'utiliser une entreprise tierce pour faire cette conduite du changement, ces communications et ces formations. On peut produire aussi effectivement des plaquettes, on peut produire de la documentation. Tout ça, après, ça dépend évidemment du budget et de ce qu'on veut apporter comme valeur à la conduite du changement. On peut organiser des ateliers, on peut organiser des petits déjeuners pour présenter le projet pendant et à la fin. Notamment pour célébrer les succès. C'est toujours important. Souvent, on relève que les points négatifs. C'est très important auprès de tout le monde, de tous ceux qui ont participé au projet, notamment, de célébrer les succès. On peut faire des petits déjeuners, on peut faire des webinars, des présentations. Après, c'est lié aussi à votre envie, à votre budget et à votre créativité. Évidemment, on peut tout envisager en termes de conduite du changement. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est bien s'appuyer sur la culture de l'entreprise et embarquer vraiment tout le monde et au plus près en répondant à leurs problématiques, à leurs résistances et à leurs questions. Et ça fera en sorte aussi potentiellement de créer une culture du changement qui, pour les prochains projets, pourront être appliqués pour que ça se passe le mieux possible pour les futurs projets. Voilà. Ok, merci bien Sébastien. J'en arrive à la synthèse. Donc, comme vous l'aurez compris et comme ça a déjà été dit en introduction, chaque DSI a ses spécificités, ses manières de fonctionner. Donc ici, nous avons tenté de vous proposer un certain nombre de clés, de bonnes pratiques, tout un éventail de préparation, de gestion des risques et méthodologiques dans lequel vous pouvez puiser en fonction de vos spécificités. Donc, il faudra que ce soit adapté. Il n'y a pas de réponse type qu'on pourrait calquer comme ça, qui fonctionne dans toutes les entreprises. Donc, il faut s'adapter au fonctionnement, au secteur, à la culture, la taille de l'entreprise, avant de lancer une nouvelle initiative de mise à l'échelle. En synthèse sur les 3 axes, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une bonne préparation au niveau de la définition du périmètre qui soit bien clair, la cible aussi, une bonne compréhension de tous des différents objectifs, une application des différentes parties prenantes, connaissance des systèmes et des ressources disponibles. Côté méthodologie, donc c'est une démarche progressive qu'il faut privilégier et itérative, avec des méthodologies projet adaptées, une équipe projet dédiée et un suivi particulier pour gérer les risques sur cette mise à l'échelle. Et enfin, comme vient de le dire Sébastien, côté utilisateur, l'accompagnement au changement, il faut une bonne adoption des utilisateurs à impliquer dès le départ pour gérer le changement tout au long du projet, tout au long du processus. Donc,
À droite, nous avons mis 3 citations inspirantes, voilà, qui pourraient s'appliquer à chacun des 3 axes. On vous laissera les lire et méditer dessus en vous remerciant. Merci beaucoup Sylvain, merci. Donc je vois qu'il n'y a pas forcément de questions, en tout cas. Si vous en avez, vous pouvez encore les mettre dans le chat et surtout vous pouvez aussi nous les poser donc après la session. On vous enverra un mail avec nos coordonnées. Pour recevoir la présentation, je vous ai également mis le lien dans la fenêtre de chat, donc n'hésitez pas à scanner le QR code et juste nous mentionner que vous voulez recevoir la présentation par mail. On n'envoie pas forcément systématiquement lorsque les personnes n'en ont pas besoin. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que c'était clair. Merci Sébastien, Sylvain, Benjamin. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très clair. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée en espérant que ça a pu répondre à vos questions. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.